Je le vis par une nuit sans sommeil, tandis que je marchais désespérément pour sauver ma raison et mon âme. Il apparaissait que ma venue à New York avait été une erreur. Là où j'avais cherché émerveillement et inspiration, dans le dédale des vieilles rues qui s'achevaient en impasse, dans les squares aux fontaines oubliées, entre les modernes tours cyclopéennes et les pinacles babyloniens dressés sous la lune, je n'avais découvert qu'un horrible sentiment d'oppression qui menaçait de me dominer, de me paralyser, de m'annihiler. La désillusion était venue peu à peu. En arrivant dans la ville, je l'avais aperçue dans le crépuscule, du haut d'un pont, s'élevant majestueusement au-dessus de l'eau. Ses pics et ses pyramides incroyables se dressaient dans la nuit comme des fleurs. Teintée par des brumes violettes, la cité jouait délicatement avec les nuages flamboyants et les premières étoiles du soir. Puis elle s'était éclairée, fenêtre après fenêtre, et sur les flots scintillants où glissaient des lanternes oscillantes, et où les cornes d'appel émettaient d'étranges harmonies, le panorama ressemblait à un firmament étoilé, fantastique, baigné de musique féerique. Il paraissait posséder toutes les merveilles réunies de Carcassonne, de Samarcande, de l'Eldorado, et de toutes les cités glorieuses et fabuleuses. Peu après, je me laissai entraîner dans ces anciennes rues si chères à mon imagination, dans ces allées, dans ces passages étroits et tortueux, où des rangées de briques rouges, éclairées de petites lucarnes, au-dessus d'entrées à colonnes, avaient vu passer des carrosses dorées et des chaises à porteurs lambrissées. Et dans ce premier contact, que j'avais souhaité pendant si longtemps, je pensais avoir enfin atteint le cœur des trésors qui me conduirait vers la poésie. Mais mes espérances furent rapidement déçues. Là où la lune m'avait donné l'illusion de la beauté et du charme, la lumière crue du jour ne me révéla que le sordide, l'aspect étranger et la malsaine prolifération d'une pierre qui s'étalait en largeur et en hauteur. Une multitude de gens se déversaient dans ces rues qui ressemblaient à des canaux. C'étaient des étrangers trapus et basanés, avec des visages durs et des yeux étroits, des étrangers rusés, sans rêve, et fermés à ce qui les entourait. Ils n'avaient aucun point commun avec l'homme aux yeux bleus de l'ancien peuple des colons, qui gardait au fond du cœur l'amour des prairies verdoyantes et des blancs clochers des villages de la Nouvelle-Angleterre. Ainsi donc, au lieu de la poésie que j'avais espérée, je ne trouvais qu'une obscurité frissonnante et une solitude indicible. C'est dans cet état d'esprit que je découvris l'effrayante vérité que personne jusqu'alors n'avait jamais osé envisager. L'intouchable secret des secrets. Cette cité de pierre n'est pas la continuation normale du vieux New York, comme Londres l'est du vieux Londres et Paris du vieux Paris. Elle est morte. Son corps, imparfaitement embaumé, est infesté de curieuses choses animées qui ne sont que le reflet de celles qui l'animaient lorsqu'ils étaient en vie. Après avoir fait cette découverte, je cessai de dormir tranquille. Mais une sorte d'apaisement résigné me revint lorsque je pris peu à peu l'habitude d'éviter les rues durant le jour et de ne sortir qu'à la nuit, quand l'obscurité ramène ce qui subsiste encore du passé et que les vieilles portes blanches se remémorent les silhouettes altières
qui les franchissait jadis. Ainsi donc, je parvins quand même à écrire quelques poèmes, tout en chassant l'envie que j'avais de retourner chez moi, dans ma famille, de peur d'avoir l'air de revenir humilié, la tête basse, après un échec. Une nuit sans sommeil, alors que j'errais à travers la cité, je rencontrai l'homme. C'était dans l'un de ces cours bizarres et cachés du quartier de Greenwich, où j'avais élu domicile, ayant entendu dire qu'il était le refuge naturel des artistes et des poètes. Au début, les vieilles rues, les maisons, les petites places et les squares inattendus m'avaient charmé. Lorsque je découvris que les artistes et les poètes n'étaient que des brailleurs pleins de prétentions, je décidai quand même d'y demeurer par amour des choses vénérables que je m'efforçais de replacer dans leur cadre originaire. La nuit était avancée et les fêtards avaient disparu. J'étais seul parmi les rues et je songeais aux curieux arcanes que des générations avaient dû perpétuer en ces lieux. Cela permettait à mon âme de subsister et me procurer certaines de ces visions et rêveries auxquelles aspirait le poète qui vivait au plus profond de moi-même. L'homme me rencontra vers 2 heures, par un brumeux matin d'août, tandis que je traversais une enfilade de cours faisant partie d'un réseau continu d'allées pittoresques. J'en avais vaguement entendu parler, mais je m'étais rendu compte qu'elles ne figuraient sur aucune carte contemporaine. Le simple fait qu'elles fussent oubliées me les avait rendues plus chères, et c'est pourquoi je les avais cherchées avec tant d'ardeur. Maintenant que je les avais découvertes, ma curiosité était décuplée. Quelque chose dans leur disposition laissait supposer une grande originalité. Les allées se faufilaient obscurément entre de hauts murs blancs et des locaux déserts, où se glissaient sans aucun éclairage sous des passages voûtés. Tout cela semblait ignorer des hordes d'étrangers et jalousement gardé par des artistes furtifs et peu communicatifs dont les actions évitaient toute publicité. Il m'adressa la parole sans que je l'y eusse invité. Après avoir observé l'état d'esprit dans lequel j'étudiais certaines portes à marteau, au-dessus des escaliers à rampes de fer, sous la lueur blafarde des fenêtres losangées faiblement éclairées. Son visage était dans l'ombre. Il portait un chapeau à large bord qui allait parfaitement avec la cape démodée qui l'enveloppait. Je me sentis mal à l'aise, avant même qu'il m'adressât la parole. Sa silhouette était très longiligne, d'une maigreur presque squelettique, et sa voix se révéla extraordinairement douce, caverneuse, bien que peu profonde. Il m'avait, dit-il, remarqué plusieurs fois lors de mes promenades, et il en avait déduit que nous avions le même amour pour les vestiges du passé. N'accepterais-je pas d'être guidé par une personne ayant une longue habitude de ces explorations et possédant des informations très poussées sur ces lieux ? Comme il parlait, j'aperçus un instant son visage dans le rayon jaune qui émanait d'une fenêtre mansardée. Il avait un aspect ancien, noble et même beau. Et il portait l'empreinte d'un lignage et d'un raffinement inhabituels en ces temps et lieux. Pourtant, l'homme m'inquiétait presque autant qu'il m'attirait. Peut-être son visage était-il trop pâle, ou trop dénué d'expression, ou trop insolite dans ce décor. Toujours est-il que mon malaise persistait. Néanmoins, je le suivis car en ces sombres jours, ma quête de beauté ancienne et de mystère était tout ce qui me permettait de faire vivre mon âme, et je considérais que le destin me faisait une faveur insigne
en me permettant de rencontrer quelqu'un dont les recherches secrètes semblaient beaucoup plus poussées que les miennes. Pendant quelque temps, l'homme à la cape garda le silence. Nous marchâmes une longue heure sans qu'il prononçât de mots inutiles. Il faisait seulement de brefs commentaires sur les noms anciens, les dates et les changements. Il me guidait par signes et par de larges gestes, tandis que nous nous glissions dans des ouvertures, traversions des couloirs sur la pointe des pieds, escaladions des murs de briques, et même une fois nous nous mîmes à ramper sous un passage voûté, dont la largeur et les sinuosités finirent par effacer les dernières notions d'orientation que j'avais réussi à conserver. Ce que nous voyions était très ancien et magnifique, ou du moins donnait cette impression dans les quelques lueurs isolées qui l'éclairaient. Et je n'oublierai jamais les colonnes ioniennes branlantes et les pilastres élancés, les poteaux de fer des enclos surmontés d'urnes, les fenêtres à linteaux et les soupiraux décoratifs, qui semblaient devenir de plus en plus curieux au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans ce dédale sans fin d'un passé inconnu. Nous nous rencontrâmes âmes qui vivent, et, le temps passant, les fenêtres éclairées se firent extrêmement rares. Les réverbères avaient d'abord été à huile, puis à bougie. Enfin, après avoir traversé une horrible cour obscure, où mon guide dut me conduire de sa main gantée, nous arrivâmes jusqu'à une étroite porte de bois, située dans une portion de ruelle éclairée uniquement par une lanterne, toutes les 7 maisons. Ces lanternes de métal avaient un aspect incroyablement colonial. La ruelle montait en pente abrupte, et son extrémité était obstruée par le mur couvert de lierre d'une propriété privée, au-delà duquel je pus apercevoir une pâle coupole et les sommets d'arbres s'agitant contre la vague lueur du ciel. Dans ce mur, il y avait une petite porte de chêne noir cloutée, basse et voûtée, que l'homme se mit en devoir d'ouvrir avec une lourde clé. Après avoir suivi une allée de gravier, nous grimpâmes un escalier de pierre jusqu'à l'entrée de la maison. Nous entrâmes et, ce faisant, je faillis me trouver mal à cause du relent de moisi qui me frappa les narines et qui semblait être le fruit de siècles de pourriture. Mon hôte ne sembla pas le remarquer et, par politesse, je gardai le silence tandis qu'il me guidait en haut d'un perron dans un hall, puis dans une pièce que j'entendis fermer à clé derrière nous. Après quoi, il tira les rideaux des 3 fenêtres losangées, à peine visibles dans le ciel qui commençait à s'éclairer, et, se dirigeant vers la cheminée, il alluma avec un briquet à silex 2 bougies d'un candélabre à 12 branches, tout en m'enjoignant de parler à voix basse. Nous nous trouvions dans une bibliothèque spacieuse, bien meublée et lambrissée, du début du XVIIIe siècle, avec de magnifiques frontons de porte, une délicate corniche dorique et un manteau de cheminée splendidement sculpté. Au-dessus des étagères pleines de livres, il y avait, accrochés au mur, d'excellents portraits de famille. Tout était cependant terni, voire énigmatique, et présentait une ressemblance indéniable avec l'homme qui me faisait maintenant signe de m'asseoir sur une chaise, à côté d'une gracieuse table ancienne. Avant de prendre place en face de moi, de l'autre côté de la table, mon hôte hésita un moment, comme s'il était embarrassé. Puis, retirant prestement ses gants, son chapeau à large bord et sa cape, il me révéla théâtralement son costume de l'époque géorgienne, le jabot, les culottes de soie et les chaussures à boucles que je n'avais pas encore remarquées. S'asseyant alors lentement dans une chaise à dossier en forme de lyre, il se mit à me fixer intensément.
Sans son chapeau, il paraissait extrêmement âgé, et je me demandais si ce n'était pas cette longévité singulière qui avait été, tout à l'heure, l'une des raisons de mon trouble. Enfin, il se mit à parler de sa voix basse, creuse et soigneusement feutrée. J'eus de grandes difficultés à le suivre, mais je l'écoutais fasciné et inquiet. « Vous êtes en face, monsieur ?» commença mon hôte, « d'un homme très excentrique, qui ne doit présenter aucune excuse quant à son vêtement à quelqu'un de votre intelligence et de vos goûts. En pensant à des époques meilleures, je n'ai pas eu de scrupule à assumer leur habitude et à adopter leur costume et leur façon pratique qui n'offense personne si elle est suivie sans ostentation. J'ai eu de la chance de pouvoir conserver la demeure rurale de mes ancêtres, malgré l'expansion de 2 villes. D'abord Greenwich, construite après 1800, et puis New York, vers 1830. Il y a beaucoup de raisons qui ont poussé ma famille à garder jalousement cet endroit, et je n'ai pas failli à cette obligation. Le seigneur qui vécut ici dès 1768 étudia certaines sciences et fit quelques découvertes, tout en relation étroite avec des influences provenant de cet endroit précis et méritant d'être gardées avec le plus grand soin. Je vais à présent vous dévoiler certains des effets étranges de ces sciences et découvertes, mais sous le sceau du secret le plus strict. Je crois que je peux me fier suffisamment à mon intuition des hommes pour savoir que je n'ai rien à craindre de vous et de votre indiscrétion. » Il s'arrêta. J'acquiesçai de la tête. J'ai dit que j'étais inquiet, mais rien n'était plus mortel pour mon âme que l'univers informe et grossier de New York. Quel que fût cet homme, un inoffensif excentrique ou un détenteur de sciences dangereuses, je n'avais pas d'autre choix que de lui obéir et d'assouvir ma curiosité avec ce qu'il m'offrirait. J'écoutais donc. Mon ancêtre, continua-t-il doucement, avait découvert qu'il existe des propriétés remarquables dans la volonté de l'homme. Des propriétés qui lui permettent non seulement d'exercer un pouvoir sur ses propres actions et sur celles des autres, mais aussi sur toutes les forces et les substances de la nature, et sur de nombreux éléments et de nombreuses dimensions dépassant la nature elle-même. Dois-je dire qu'il faisait fi de l'inviolabilité d'éléments aussi considérables que le temps et l'espace, et qu'il utilisait les rites de certains peaux rouges qui jadis campaient sur cette colline? Les Indiens avaient d'ailleurs été furieux lors de la construction de cette maison, et ils avaient insisté pour y revenir à chaque pleine lune. Pendant des années, ils escaladèrent le mur de la propriété, chaque fois que cela leur était possible, pour s'y livrer furtivement à certains actes. Mais en 1768, le nouveau seigneur les surprit et fut stupéfait de ce qu'il vit. Il décida donc de conclure un marché avec eux et de leur accorder le libre accès au terrain en échange de l'explication de la signification profonde de ce qu'ils y faisaient. Il apprit que leur aïeux tenait cette coutume d'une part d'ancêtres peaux-rouges et de l'autre d'un vieux Hollandais de l'époque des États généraux. Peut-être ce seigneur leur servit-il, intentionnellement ou non, à un bien mauvais homme. Toujours est-il qu'une semaine après avoir appris ce secret, il en était le seul dépositaire. Vous, monsieur, vous êtes le premier étranger à qui je raconte cette histoire. Mais puisque vous êtes aussi avide de choses passées,
Je crois que je peux sans crainte vous parler de ce secret. » Je frissonnai en entendant l'homme s'exprimer peu à peu dans un dialecte venu d'une autre époque. Il reprit. Ce que le Seigneur avait appris de ces sauvages n'était en fait qu'une petite parcelle de la science qu'il parvint à acquérir. Il n'avait pas été à Oxford pour rien, ni étudié en vain avec un ancien chimiste et astrologue de Paris. Bref, il fut convaincu que le monde tout entier n'est que la fumée de nos cerveaux. Le vulgaire, disait-il, n'a aucune prise sur lui, mais le sage peut le traiter comme un simple nuage de tabac de Virginie. Nous pouvons donc faire de nous ce que nous voulons et chasser ce que nous ne voulons pas. Je n'irai pas jusqu'à dire que tout cela est entièrement vrai, mais c'est suffisamment vrai pour donner de temps à autre un beau spectacle. Vous serez sans doute intéressé par les images que vous allez découvrir sur l'époque que vous chérissez tant. Je vous prie cependant de retenir toute frayeur face à ce que j'ai l'intention de vous faire voir. Venez près de la fenêtre et restez calme. » Mon hôte me prit alors la main et me conduisit à l'une des deux fenêtres de la pièce malodorante. Au premier contact de ses doigts sur ma peau, mon sang se figea. Sa chair, bien que sèche et ferme, était comme de la glace, et je faillis m'arracher à son emprise. Mais je pensai aussitôt au néant et à l'horreur de la réalité quotidienne, et du même coup je fus prêt à endurer n'importe quoi. Une fois près de la fenêtre, l'homme écarta les rideaux de soie jaune et m'obligea à regarder vers les ténèbres extérieures. Pendant un instant, je ne vis rien d'autre qu'une myriade de petites lueurs qui dansaient au loin, très loin. Puis, comme pour répondre à un geste imperceptible de la main de mon hôte, un éclair de chaleur illumina la scène, et je vis une mer de feuillages luxuriants remplacer l'océan de toits que j'avais eu devant les yeux. Sur ma droite, l'Hudson luisait sournoisement, et devant moi je vis le scintillement malsain d'un vaste marais salant constellé de lucioles agitées. La lueur s'éteignit, et un sourire diabolique illumina la face curieuse du vieux nécromancien. C'était avant son époque, avant même l'époque du nouveau seigneur. Essayons une fois encore. Je me sentis défaillir, et je regrettais presque la modernité de cette ville maudite. « Dieu Tout-Puissant, murmurai-je, vous pouvez réaliser cela pour n'importe quelle époque ?» Et tandis qu'il hochait la tête, et que je me cramponnais au rideau pour ne pas tomber, il fit un autre geste. De nouveau, il y eut un éclair, mais cette fois sur une scène plus proche de notre siècle. C'était Greenwich. Greenwich tel qu'il avait existé avec ça et là, un toit ou une rangée de maisons, comme nous en voyons aujourd'hui, mais avec d'agréables allées verdoyantes et de l'herbe. Marécage brillait encore, et aux confins du village, j'aperçus les clochers de ce qui était alors New York. Je respirai très fort, pas tant à cause du spectacle même qu'en raison des possibilités que mon imagination essayait de contenir avec effroi. Pouvez-vous, osez-vous, allez-vous plus loin? Je parlais avec crainte, et je pense qu'il la partagea une seconde. Mais son sourire diabolique revint et il ajouta « Loin ? Ce que j'ai vu vous transformerait en statue de pierre. Arrière, arrière, avant, avant, regarde, piailleur stupide !» Et en aboyant cette phrase dans un souffle, il fit un nouveau geste, amenant dans le ciel un éclair encore plus aveuglant que les précédents. Pendant 3 secondes entières, je fus ébloui par la clarté démoniaque.
et en même temps je découvris une scène qui me tourmentera à jamais dans mes rêves. Je vis les cieux grouillant d'étranges choses volantes, et au-dessous une infernale cité noire faite de pierres géantes, avec des pyramides sacrilèges s'élevant sauvagement vers la lune, et des lumières diaboliques venant de fenêtres innombrables, et grouillant de manière répugnante sur des falaises aériennes. Je vis les hommes jaunes aux yeux obliques qui habitaient cette cité. Ils étaient vêtus d'horribles robes oranges et rouges, et dansaient comme des fous au son de tambours enfiévrés, du claquement de crotales obscènes et du gémissement délirant des trompes assourdies des bateaux, dont le chant funèbre ininterrompu montait et descendait, ondulant comme les vagues d'un océan de bitume. Je vis ce spectacle, dis-je, et entendis comme avec l'oreille de l'esprit la cacophonie blasphématoire qui l'accompagnait. C'était l'aboutissement hurlant de toute l'horreur que cette cité cadavre avait suscité dans mon esprit. Oubliant toutes les consignes de silence, je me mis soudain à hurler, tandis que mes nerfs lâchaient, que les murs oscillaient autour de moi. Puis tandis que l'éclair subsistait, je m'aperçus que mon hôte lui aussi tremblait de frayeur. Il vacilla, s'agrippant au rideau comme je l'avais fait précédemment, et agita la tête dans tous les sens, comme un animal traqué. Dieu sait qu'il avait des raisons, car tandis que l'écho de mes cris s'évanouissait, j'entendis un autre son si diaboliquement suggestif que seule ma sensibilité paralysée me permit de garder mes sens. C'était un craquement régulier et furtif venant de l'escalier, de l'autre côté de la porte, comme si une horde montait, pieds nus ou chaussés de souliers de peau. Il me semblait aussi que l'on agitait prudemment et intentionnellement le loquet de cuivre, qui brillait faiblement à la lueur de la bougie. Le vieil homme eut un mouvement convulsif et cracha dans ma direction en éructant ces mots, tandis qu'il oscillait en se cramponnant au rideau jaune. « La pleine lune, maudit sois-tu, chien glapissant ! Je les ai appelés, et ils sont venus me chercher, les pieds morts chaussés de mocassins. Que Dieu vous donne, démon rouge! Mais je n'ai pas empoisonné votre rhum, non, je n'ai pas empoisonné votre rhum. N'ai-je pas respecté vos rites? Soyez maudits! Laissez-moi! Lâchez ce loquet! » À ce moment, 3 coups lents et délibérés ébranlèrent les panneaux de la porte. Une écume blanche se forma aux lèvres du magicien en proie à la panique. Sa peur, muée en désespoir, fit place à un regain de rage contre moi. Il fit un pas en direction de la table au bord de laquelle j'essayais de reprendre mon équilibre, et, tirant les rideaux auxquels il s'accrochait, il laissa pénétrer dans la pièce le flot de clarté de la pleine lune. Alors, dans ces rayons verdâtres, les bougies pâlirent, et leur lueur s'attarda sur les lambris rongés par les vers, sur le plancher qui s'affaissait, sur le manteau de la cheminée délabrée, sur l'ameublement branlant et sur les draperies en lambeaux. La lueur s'étendit également sur le vieil homme, et je le vis se racornir et noircir tandis qu'il essayait de me déchirer de ses griffes de vautour. Seuls ses yeux demeurèrent entiers. Ils brillaient d'un éclat incandescent qui augmentait au fur et à mesure que le visage se carbonisait et s'éteignait. Les coups redoublaient contre la porte. La chose noire qui me faisait face n'était plus qu'une tête avec des yeux essayant vainement de se tortiller dans ma direction en crachant de temps en temps des jets de fiel. Des chocs rapides étaient maintenant assénés contre les panneaux vermoulus, et je vis luire un tomahawk qui fondit le bois en pièces. Je ne bougeais pas. J'étais pétrifié. Tout hébété, je vis la porte voler en morceaux, et déverser un flux informe et colossal d'yeux brillants et démoniaques. Une curieuse substance d'encre, épaisse comme un flot d'huile, fit éclater une cloison pourrie,
renversa une chaise sur son passage, s'écoula sous la table et traversa toute la pièce pour atteindre l'endroit où se trouvait la tête noircie, dont les yeux de braise me fixaient encore. Elle se referma autour de cette tête, l'engloutit, la submergea et repartit sans me toucher par le même chemin, la porte noire et l'escalier branlant. Soudain, le plancher céda totalement, et je glissai dans la chambre obscure du dessous, à moitié étouffé par les toiles d'araignée, prêt à défaillir de terreur. La lune verte, brillant par les fenêtres cassées, me montra la porte du couloir à demi ouverte. Et tandis que je me relevais du sol jonché de plâtras, que je m'extirpais des débris du plafond, je vis passer un horrible torrent de noirceur, criblé de centaines d'yeux maléfiques et phosphorescents. Il cherchait la porte de la cave. Quand il l'eut trouvée, le sol de la pièce s'effondra à son tour, comme celui de la pièce supérieure. Un fracas assourdissant fut suivi par la chute le long de la fenêtre ouest de quelque chose qui avait dû être la coupole. Je me ruai alors dans le couloir, jusqu'à la porte d'entrée. Incapable de l'ouvrir, je saisis une chaise, brisai une fenêtre, et sautai en toute hâte sur la pelouse abandonnée où le clair de lune dansait parmi les herbes et les ronces. Le mur était élevé, et toutes les portes étaient verrouillées. Mais à l'aide d'une pile de boîtes qui gisait dans un coin, je parvins à m'y hisser et m'agripper à une grande urne de pierre qui le surmontait. Dans mon épuisement, je regardai autour de moi, et je ne vis que d'étranges murs, des fenêtres et des vieux toits. La ruelle en pente par laquelle j'étais venu n'était visible nulle part, et le peu que je discernai disparut rapidement dans la brume venue du fleuve. Soudain, l'urne à laquelle je me retenais se mit à trembler, comme si elle partageait mon vertige, et l'instant d'après, mon corps plongeait en avant vers je ne sais quel destin. L'homme qui me découvrit me dit que j'avais dû ramper un bon moment malgré mes fractures, car des traces de sang s'étendaient aussi loin qu'il avait eu le courage de regarder. La pluie les effaça bientôt, et les rapports ne mentionnaient rien d'autre que ma découverte dans un endroit inconnu, à l'entrée d'une petite cour noire derrière Perry Street. Je n'ai jamais tenté de retourner vers ces labyrinthes ténébreux, et je ne conseillerais à aucun homme sain d'esprit d'y aller. Je ne sais aucunement de qui ou de quoi cette créature âgée était faite, mais je répète que la cité est morte, et qu'elle est remplie d'horreurs insoupçonnées. Où cet être est-il parti? Je n'en sais rien. Mais moi, je suis retourné chez nous, en Nouvelle-Angleterre, dans la belle campagne caressée chaque soir par les brises marines parfumées.